Merci, Madame Semaj, pour votre exposé et pour avoir respecté le temps qui vous a été alloué. Et sans trop tarder, on va commencer pour débattre ton travail. Donc, sûrement, on va commencer par notre invité, professeur Youssef. Vous êtes d'accord pour commencer, professeur? Je ne sais pas s'il m'entend. Je peux aller voir. Donc je rappelle que cette soutenance est hybride, donc moitié présentielle et moitié à distance. Donc en deux vous m'entendez ou pas? Le son intervient. Vous pouvez parler? Le son intervient. votre microphone. Ouais. On n'entend rien pour l'instant. Coupez les. C'est Youssef? Vous m'entendez ou pas? D'accord. Ok. Vous montez le son. Vous n'entendez rien, hein? Ça marchait tout à l'heure. On vous entendait tout à l'heure. Je vais couper le son. Bon, j'entends très bien. C'est bon? C'est Youssef? Youssef, tu entends? Ouais. Ben, c'est à toi. Hein. C'est à toi, c'est... En fait, on attendait des questions. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. À vous la parole, professeur. Super bien. D'accord. Bon, le son est très professionnalisé. Le son qui revient. Voilà. C'est le son. Il y a un écho en retour, non? Ah, c'est le microphone. C'est bon? Normalement, Il faut couper les autres micros. C'est bon? Je peux? Oui. D'accord. Bon, j'espère que vous m'entendez. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, Madame Semaj, bonjour. Je suis content de participer à cette soutenance, même si c'est à distance. Et on fait avec ce qu'on a, entre les mains. Voilà. Bien, donc je reviens pour discuter du travail de Madame Semaj. Donc, même si je n'ai pas entendu grand-chose de votre exposé, le son était saccadé, bon, et il y avait un bruit infernal, mais sauf que j'ai visionné votre présentation, donc elle représente fidèlement ce que vous avez dans votre mémoire, en quelque sorte. Alors, ce que je peux dire par rapport à votre mémoire de thèse, donc je vais lire quelques paragraphes que j'ai mis dans le rapport d'expertise. Donc, par rapport à votre problématique, comme vous l'avez signalé en introduction dans votre thèse, c'était de répondre à deux points essentiels, à savoir l'optimisation de la formulation d'un tirant géopolymère composé de matériaux locaux, à savoir le laitier de haut fourneau, de l'Hadjar, et le métakaolin, produit à partir du kaolin de Djbelba. Ensuite, le deuxième point, c'était étudier le comportement et la fissuration des tirants en béton armé géopolymère. C'était les deux objectifs essentiels de votre thèse. Maintenant, par rapport à l'originalité de votre sujet, ce que j'ai mis dans le rapport d'expertise, c'était ça, un petit paragraphe. Donc, le sujet que vous avez traité dans cette thèse, il revêt une importance à la fois scientifique et économique, hein, c'est clair. D'ailleurs, vous l'avez signalé dans votre mémoire et dans votre exposé.
En effet, cette recherche constitue une contribution significative à la compréhension du comportement des métiers et des bétons géopolymères élaborés, et ça c'est important, à partir de matériaux locaux, ce qui présente un intérêt particulier sur le plan économique, que ce soit national ou international. Le deuxième point, c'est l'intérêt aussi est de réduire les émissions de CO2 et mieux valoriser les déchets industriels. Dans le présent cas, surtout ce qu'on a comme production au niveau de l'Hadjar, c'est les cendres volantes. Donc c'est une alternative plus durable au ciment portant. Sauf que par rapport à l'économie nationale, bon, je risque de me contredire. Bon, là, je dis que c'est quelque chose d'intéressant par rapport à l'environnement, par rapport à plein de choses, sauf que il se trouve qu'en Algérie, il y a quelques années, l'État algérien il a investi au niveau des cimenteries. En quelque sorte, ce matériau va concurrencer le ciment Portland produit en Algérie. Bon, vous allez me dire que c'est un complément, peut-être. Hein? Bon, mais en quelque sorte, avec ces deux paragraphes, bon, j'essaie de ne pas me contredire. Par rapport à la méthodologie aussi que vous avez suivie, votre mémoire, bon, c'est ce que j'ai mis dans le rapport aussi. Donc c'est un mémoire de 147 pages, composé d'une introduction générale, c'est un mémoire classique en quelque sorte, de 5 chapitres, d'une conclusion générale. L'objectif de chaque chapitre a été exposé de façon claire. Les chapitres suivent une méthodologie que vous avez tracée, que vous avez respectée aussi, restant fidèles à la problématique du sujet, c'est-à-dire les deux points que j'avais signalés tout à fait au départ. Par rapport aux résultats, donc en lisant la thèse, on a beaucoup de résultats. C'est une thèse expérimentale, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on a beaucoup de résultats expérimentaux. Un investisseur, bon je vais dire, on va parler un petit peu économie en quelque sorte, un investisseur dans le domaine avec une idée d'application n'a qu'à se servir. C'est une bonne chose, d'où ma première question, elle est d'ordre général. Hein? Alors, c'est vrai que vous avez respecté les deux objectifs, c'est bien, mais ça reste à l'échelle théorique. Alors, je vous pose la question suivante. Dans quel objectif concret d'application en construction ce travail de recherche peut-il servir? Moi, je suis un ingénieur structure. D'accord? Je suis un ingénieur structure. Ce qui m'intéresse, c'est plus la structure que le matériau. Mais bon, c'est pas moins important. On a produit un matériau, c'est ce que vous avez fait, qu'on a testé en traction sur des tirants. Quelle sera son utilisation dans la construction? D'accord? Donc ça, c'est une première question à laquelle vous pourrez répondre tout à l'heure si vous voulez. Par rapport à la rédaction de la thèse, la structure est logique, elle est claire. Par contre, je vous conseille de faire une deuxième vérification, bien une deuxième lecture par rapport à l'orthographe. Hein. D'ailleurs, je pourrais mettre à votre disposition une copie de votre mémoire en format PDF sur laquelle j'ai signalé quelques erreurs d'orthographe, des choses à corriger, et ainsi de suite. Et dans le mémoire que j'avais reçu, là, au niveau de votre exposé, il y avait des perspectives. Par contre, dans le mémoire, il n'y avait pas un paragraphe spécialement conçu pour montrer quelques perspectives avec votre recherche. Ensuite, par rapport aux références scientifiques. Les références scientifiques utilisées par l'auteur sont nombreuses. Bon, c'est ce que j'avais mis dans le rapport. En majorité, elles sont en relation directe avec la thématique. L'éventail de publications citées dans les références est bien étoffé. Bon, il y en a beaucoup d'ailleurs. Dont certaines récemment publiées. Ça, c'est important. Donc, nous attirons quand même votre attention sur l'utilisation de certaines sources telles que Wikipédia. Madame, Wikipédia, ce n'est pas une référence scientifique. C'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut écrire des choses à l'intérieur. Ça peut être juste comme ça peut être faux. Moi, je vous conseille de vous tenir aux publications issues de revues
de notoriété avérée. D'accord? Voilà, donc ça c'était au rapport de la thèse. Maintenant, bon, comme je n'ai pas bien écouté votre exposé, je suis sûr que vous avez répondu à pas mal de questions que j'allais vous poser. Donc, en réalité, ce n'est pas des questions, c'est des remarques, et j'essaie de comprendre certaines choses que je n'ai pas compris au niveau du mémoire. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que quand on arrive le jour de la soutenance, c'est que les rapports sont positifs. Vous voyez, donc la thèse a été faite, peut-être qu'il y a des remarques, des petites corrections à faire, ainsi de suite. Voilà. Oui, bon, une petite remarque, peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure. D'après votre manuscrit, vous avez effectué des essais en votre université et à Clermont-Ferrand. Ma question est la suivante. Comment vous avez fait pour les matériaux? Vous avez transporté les matériaux d'ici vers la France ou vous avez utilisé les matériaux français? Comment vous avez fait? On a préparé les chantiers ici en Algérie, le laboratoire de l'Université de Clermont. Après, on a fait transférer les éprouvettes en France. On a réalisé des îles D'accord, d'accord. Et donc c'était quand même assez lourd quand même pour transporter tout ça. D'accord. Là, c'est une remarque. Et un deuxième point. Dans le chapitre 2, il m'a attiré. Vous avez cité quelques lois de comportement, de béton, d'acier, ainsi de suite, en traction, en compression. Il y a des questions aussi de fissuration, d'adhérence, c'est-à-dire des caractéristiques comme ça, qui concernent le béton et les aciers. Ma question, est-ce que ça vous a servi? Parce que quand j'ai feuilleté le mémoire, je me suis dit, bon, c'est arrivé à ce paragraphe, je me suis dit, bon, c'est des caractéristiques mécaniques qui vont servir à quelque chose. Par exemple, faire des simulations numériques sur ANSYS, parce que ce que vous avez présenté, c'est des lois de comportement. Donc c'est tout un chapitre, tout un paragraphe qui concerne les lois de comportement de l'acier, du béton. C'est juste du remplissage. J'aurais aimé que ça soit limité. Hein? Donc là, c'est une remarque. Ensuite, un troisième point. En page 89. Peut-être que vous l'avez expliqué au niveau de votre exposé aussi. Hein. Page 89. Alors, ça concerne l'essai à la compression. L'essai à la compression. Je me rappelle, bon, je n'ai pas en face de moi votre manuscrit, mais je me rappelle que vous avez utilisé, je crois, des morceaux d'éprouvettes que vous avez testés en flexion, c'est ça? Oui, pour les mortiers. Ah. Et ça, c'est normalisé? Oui, c'est normalisé. Sur la norme européenne 196, c'est normalisé du fait de réaliser les traction, les de flexion en fait. Après, Attendez que je finisse ma question. Est-ce que c'est normalisé d'utiliser des morceaux de béton qui ont été déjà testés pour vérifier la compression? Oui, c'est normalisé, monsieur. Selon la norme européenne, c'est normalisé. La norme européenne, elle vous dit que vous fabriquez soit des éprouvettes cylindriques ou bien des éprouvettes cubiques. Vous les fabriquez spécialement pour l'essai, mais pas récupérer un béton qui a été déjà testé pour un test à la compression. Monsieur, on a fait l'essai à cette résultats pour le mortier. Sur le mortier. On a travaillé sur le mortier. Sur le mortier, la norme, tu peux faire l'essai de flexion. Après, tu peux prendre la moitié et utiliser pour l'essai de compression. C'est logique. C'est logique, c'est comme ça. Sophia, je t'entends pas. En fait, elle dit c'est pour le mortier, pas pour le béton. Pour le mortier, on a le droit de le faire. Pour le béton, on n'a pas le droit de le faire. C'est les cubes et les cylindres. Pour le mortier, on a le droit de faire des prismes et avec la moitié. Mais deux moitiés, on peut faire des essais de compression. Mais c'est seulement pour les mortiers qu'on a le droit de faire ça. Moi, je me dis peut-être que ce sont des morceaux qui ont été déjà fissurés.
Sur un essai de flexion 3 points, non. Il reste après le niveau. Je comprends ta question, hein, je la comprends, mais effectivement, on a le droit de le faire sur les mortiers. D'accord. D'accord. Alors, la figure Tawadis, vous avez en face de vous la figure Tawadis, moi je ne l'ai pas en face de moi. La figure Tawadis, toujours page 89. Hein. Ah oui, oui, c'est par rapport, il y a deux images avec deux presses différentes. Donc, vous avez fait le même test avec deux presses différentes, c'est ça? Deux machines différentes. Oui, deux machines différentes pour le mortier. 90. Oui, page 89. Parce que l'image n'est pas claire, même au niveau de... La flexion et la compression. C'est la même machine. Le sens noir. Deuxième, la deuxième. La deuxième. Deuxième, allez. Ah, il est parti, il va rentrer. Si, il est là. Ah, il est revenu. C'est bon. C'est Youssef. C'est Youssef. Il faut lui parler pour contre les mains, il doit accepter. Son microphone il est coupé. Il a éteint son microphone. Il a eu un problème peut-être. Ah, il est revenu, c'est bon. Sohaïla, il vous a demandé, page 89, vous avez utilisé deux presses. Pour deux presses différentes. Voilà. Mieux que fait revenir. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez utilisé deux presses différentes, expliquez-vous. On a utilisé la première presse pour faire l'essai de flexion 3 points. Après, on a réalisé l'essai, on va prendre la charge. Le mortier a été utilisé pour la deuxième presse, la presse de compression, pour mesurer la résistance à la compression. Non, mais ce sont vos essais, parce que ce n'est pas des images que vous avez prises d'ailleurs. Les images ne sont pas claires. Pour faire la traction. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ils ont deux machines différentes. Pardon? Deux machines différentes. D'accord, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, vous avez fait les essais à la compression, la même chose de résistance à la traction par fondage pour le béton géopolymère. Mortier Il géopolymère. m'intéresse le plus, oui. Le béton géopolymère et le béton ordinaire. Vous avez fait une petite comparaison et par rapport à la résistance à la compression, vous avez une différence de 9,6%, quelque chose comme ça. Et bon, vous avez obtenu une résistance plus élevée pour le géopolymère. Par contre, pour la résistance à la traction, par fondage toujours, là vous avez perdu 25% de la résistance. Parce que vous êtes passé de 2,5 à 3,42. Par contre, pour le module dynamique, je comprends, c'est le matériel que vous avez entre les mains, c'est ça, l'ultrason, c'est ça? Oui, ultrason. Parce qu'on aurait pu faire un essai pour avoir le module statique en quelque sorte. Donc, par contre, pour le module dynamique, l'ultrason, il montre une rigidité inférieure pour le béton géopolymère. C'est-à-dire que vous avez là des caractéristiques de votre béton par rapport à un béton ordinaire. Ma question est la suivante.
À votre avis, ces résultats sont favorables ou pas à l'utilisation de ce béton géopolymère pour construire des structures porteuses? Parce que moi, je suis un structuriste. C'est-à-dire, c'est quoi votre avis avec ces résultats? C'est ça. Le plus important, c'est d'arriver à des conclusions. On a fait de modèles d'élasticité, c'est juste un titre comparatif pour voir le comportement. Par exemple, on peut trouver une bonne résistance à la compression, mais avec un matériau fragile, on ne trouve pas le même modèle. C'est pour ça qu'on a testé le modèle d'élasticité. Mais est-ce que ce béton géopolymère, demain, moi je peux l'utiliser pour construire un bâtiment? C'est ça ma question. Avec les résultats. Maintenant que vous êtes experte dans le domaine, c'est ça. C'est-à-dire que je fais appel à votre expertise. À partir de mon résultat que j'ai trouvé, je peux dire on peut faire une structure avec un béton géopolymère avec ce résultat-là, parce qu'on a trouvé de bonnes résistances mécaniques comparables par rapport au béton ordinaire. On a trouvé aussi des bons comportements pour la durabilité, titre comparatif pour le béton ordinaire. Même pour la deuxième partie, la partie béton armé, c'était presque similaire. D'accord. Donc en fait, pour pouvoir l'utiliser pour construire, mesurer les résistances, ça ne suffit pas. Il faut passer à la durabilité aussi. Il faut penser à ça. Et là, dans vos résultats, ça a été positif par rapport à un béton ordinaire, c'est ça? C'est ça. Avec les essais que vous, avec les limites des essais que vous avez fait, bien sûr. Hein? Parce que vos résultats, ils sont bornés en quelque sorte. Hein? D'accord. Oui, dans le chapitre 5, là c'est la dernière remarque, bon, sinon je vais monopoliser la parole. Au chapitre 5, en conclusion, oui, ça c'est, si vous avez, il vaut mieux avoir en face de vous votre mémoire. D'accord. Le premier paragraphe de la conclusion. D'accord? Je vais lire ce que vous avez écrit. L'augmentation de 36% de la section d'armature entraîne une élévation de la contrainte et de la déformation de l'acier au moment de l'apparition de fissures. Là, je n'ai pas compris. La page 110. Chapitre 5. Je n'ai pas en face de moi le chapitre 5. Conclusion. Conclusion de... C'est ça. Ouais. Vous l'avez? Ouais. Le premier paragraphe. 36%. L'augmentation de 36% des sections d'armature. J'explique. On a trouvé que l'augmentation de 36% de la section d'armature contraint une élévation de la contrainte et de la déformation de l'acier au moment de l'apparition de fissures. Nous, on a fait deux types de barres d'armature. On a fait F12 et F14. Lorsqu'on a utilisé le F12, on a trouvé des contraintes moins que le F. Au moment de l'apparition de fissures, moins que pour le F14. Ça, c'est dû à la section. Par exemple, on a augmenté la section, le pourcentage d'armature a été augmenté. Donc, on a augmenté la surface surface de contact entre le béton et l'acier a été augmentée. Donc, c'est logiquement quand on augmente la surface, la contrainte a été augmentée. Quelle contrainte? À l'apparition de fissures, la déformation. On a deux paramètres. La contrainte à l'apparition de fissures, c'est la contrainte dans l'acier. Et on a aussi la déformation relative du deux au moment de l'apparition de fissures. Écoutez, peut-être que le paragraphe, peut-être qu'il est mal écrit. Je vais vous dire quelque chose. Quand on veut limiter la fissuration dans le béton, on augmente la section d'acier. D'accord? Et quand on augmente la section d'acier avec un effort constant, le même effort bien sûr, ça veut dire que la contrainte dans les aciers diminue. C'est ça ce qu'on cherche. On essaie de diminuer la contrainte dans les aciers. Par conséquent, on diminue, comme résultat, on diminue aussi la déformation. Et quand on diminue la déformation, on diminue la fissuration. Là, ce que vous dites,
c'est que lorsqu'on augmente la section d'armature, on a plus de contraintes à l'intérieur. C'est en réalité, c'est inversement proportionnel. À moins que je n'ai pas compris, je ne sais pas. À moins que j'ai mal compris. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les tirs en béton armé. C'est ce qu'on fait pour limiter la fissuration. Vous avez fait un cours de béton armé en situation, on appelle ça, en fissuration permissible, il n'y a pas de problème, mais en fissuration préjudiciable ou très préjudiciable, on met plus d'acier. Lorsqu'on met plus d'acier avec un effort constant, la contrainte à l'intérieur des aciers, elle diminue, et par conséquent, sigma égale epsilon E, le module, on va considérer qu'il est constant, mais la déformation, elle diminue. Si la déformation diminue, ça veut dire que la fissuration, elle diminue. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est mal écrit ou bien c'est moi qui ai mal compris votre explication? Je ne sais pas. Hein? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'augmentation de 36% de la section d'armature entraîne une élévation de la contrainte de la déformation et de l'acier. C'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Hein? Ça diminue. معليش On a fait l'essai, on a trouvé ce résultat. Non, c'est pas une question d'essai, non, attention. Moi, je fais appel à votre expertise, je fais appel à un docteur. Attention, ne dites pas j'ai fait l'essai, donc c'est comme ça. Il y a des phénomènes physiques qu'on doit maîtriser quand même, attention. D'accord. معليش, peut-être, je vous ai dit peut-être que la phrase est mal écrite ou bien je ne l'ai pas compris. Essayez de me convaincre. C'est tout, hein? D'accord. Et par rapport à la première question que j'avais posée, bon, c'est une question générale. Qu'est-ce que j'avais dit? Dans quel objectif concret d'application en construction ce travail de recherche peut-il servir? Parce que là, ce que vous avez fait dans votre thèse, essentiellement, moi je pourrais dire que c'est plus la caractérisation. Hein? Plus la caractérisation. Ce qui manque, c'est l'application de ce que vous avez fait, mais sur le terrain. Sur le terrain, on ne va pas faire des tirants, en quelque sorte. Les tirants, c'est au niveau des longues, il n'y a pas grand-chose. Mais sur le terrain, vous avez des murs en béton armé, des dalles, des poteaux, des poutres, vous voyez. Et j'aurais aimé entendre quelque chose par rapport à ça. Bon, si vous avez des réponses par rapport à ça, sinon, je ne sais pas si M. le Président arrive à m'entendre. Oui, je vous entends très bien, professeur. Allez. Je vous entends très très bien. Bon, j'ai pas entendu. Je vous entends très très bien. Je pourrais peut-être revenir par la suite pour plus d'explications ou autre chose. Je vous remercie, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous qui vous remercions, professeur. Merci beaucoup. Je vais l'appeler sur WhatsApp comme ça. Ok. Oui, on vous entend bien, professeur. Vous entendez? Vous nous entendez? On vous remercie beaucoup pour votre intervention. D'accord, ok. Si vous voulez intervenir par la suite, il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes satisfait des réponses de doctorante ou vous voulez qu'elle vous réponde encore sur d'autres questions, comme vous voulez? En fait, Monsieur le Président, aujourd'hui c'est juste un débat, c'est pas un examen. Voilà. Oui, bien sûr. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on arrive à soutenir son travail, c'est que les rapports sont positifs. Voilà. On n'est pas là, peut-être, bon, il y a le trac, il y a le stress, il y a... vous voyez, bon, j'aurais aimé bien sûr entendre des réponses, bien sûr. Et j'aurais aimé que Madame Smash défende son travail comme il faut. معليش. On va écouter le reste. Je vous remercie en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Donc, je passe la parole à notre deuxième examinateur, professeur Blachir. Non, Vous êtes invité. Professeur Benoît. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Donc,
à mon tour de remercier Madame Smash pour le travail présenté. Bien sûr, il a été encadré avec 2 encadreurs, donc ça a donné plus de valeur ou bien de volume au travail. Donc le travail de Madame Smash s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de ressources disponibles localement et qui peut être une alternative au ciment. Donc ça peut, comme l'a souligné le professeur Sigus, diminuer l'empreinte carbone. Bon, l'utilisation du géopolymère, elle est prometteuse, seulement au niveau local ou bien au niveau national, elle n'est pas du tout utilisée. Et donc c'est un plus que le travail de Mme Smash apporte à ce niveau-là. Bon, sur le document ou bien le manuscrit de la thèse, donc le document est bien présenté, il est assez facile à lire, bien illustré, mais j'ai noté quand même qu'il était déséquilibré. La moitié du manuscrit, c'est de l'état de l'art, donc plus de 50%, c'est d'études bibliographiques. Aussi, comme l'a souligné le professeur Sius, il y a quelques erreurs. Bon, je n'ai pas tout noté, je lui passe après le document. Bon, à titre d'exemple, par exemple, au niveau du résumé géopolymère, il manque un S. Avec, je ne sais pas comment le mot est écrit. Les notations à l'immunosilicate, il manque aussi un S. Bon, sur le tableau des figures, la figure 3.16 et 3.17, je ne sais pas si c'est un truc qui a été introduit dans cet endroit-là. Donc, il faut qu'elle corrige, mais je vais lui communiquer après le document. Bon, si on regarde la méthodologie de travail, donc, elle a été construite sur 2 volets. Donc, un volet matériaux pur, mortier, et un volet structural qui concerne l'étude de fissuration d'un terrain. Bon, elle a exploité en quelque sorte le résultat du mortier pour confectionner un béton et de comparer par rapport à un béton traditionnel, soi-disant un béton à base de ciment Portland, pour voir un peu Bon, ce travail expérimental, bon, il est intéressant, il apporte des éclairages intéressants sur les performances du mortier et du béton géopolymère à partir de matières locales qui sont disponibles au niveau algérien. Donc, on a le métakaoulan de Ber, donc ici à Galma, et puis le granulé du fourneau de l'Hajjar. Donc, ça peut être une alternative, au moins diminuer l'utilisation de ciment classique. Bon, maintenant, on passe à la partie un peu des remarques, comme l'a souligné le professeur, mais j'ai vu la page 61 dans la composition de votre béton. Je sais pas, vous parlez d'un béton normalisé, alors que c'est pas un béton, plutôt un sable normalisé. Alors que c'est pas un sable normalisé, c'est un sable siliceux, mais pas normalisé. Je fais la page 61. Oui. Vous avez la composition d'un mortier normalisé, d'accord, mais pas le sable. Ou bien vous avez utilisé un sable normalisé, je ne sais pas moi. 61. Oui, 61, fait la confection, le mortier. Oui, c'est... Oui, vous disiez la phrase, c'est un sable. Est-ce que vous avez utilisé un sable normalisé ou bien un sable siliceux Un sable siliceux, mais les granulométries conformément à un sable normalisé, de 0,2. C'était composé. Ça me grossit, à peu près avec une granule équivalente de sable normalisé. Est-ce que la granulométrie est suffisante pour pouvoir l'appeler sable normalisé? Est-ce que la composition chimique n'intervient pas, même si c'est siliceux? C'est ça je pense qu'on n'a pas le droit de l'appeler ça. Oui, voir la même granulométrie. Donc si je prends un sable calcaire et je fais la même granulométrie, je peux l'appeler sable normalisé? Je ne pense pas. C'est sable du tube. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur la seule granulométrie pour pouvoir donner l'appellation de sable normalisé. Non. C'est pour comprendre. Donc c'est un sable siliceux. Ça, c'est tout. Donc c'est pas d'accord.
autre chose que je n'ai pas vu dans le manuscrit grec, toujours la page 62, on fait une composition de mortier. Mais il n'y en a pas les masses volumiques, les constituants, c'est important. La masse volumique, tu as sable, tu as les différents éléments, tu as le métakaolin, tu as le granulé de l'hajar. On n'a pas de. Comment vous avez combiné Est-ce que vous êtes basé juste sur les masses? Vous avez pris les masses, tu as un sable, tu as un mortier normalisé, donc c'est des demi-parts, une part de ciment et trois parts de sable. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va trouver le même volume que celui d'un sable, tu as un mortier normalisé? Je comprends ton question aussi. Nous, on a fait mortier. Pour le mortier, la norme déjà est en masse. C'est pour ça que nous, on a fait le remplacement par masse. On n'a pas fait la densité, mais pour le béton, on a fait. On a fait un remplacement volumique, mais on a fait la densité, on a fait les caractérisations. Oui, parce qu'on a peur, si on prend les mêmes masses, on ne va pas se trouver avec les mêmes volumes que ceux d'un mortier normalisé. Je comprends ta question. Bien sûr, pour le mortier, on peut faire, parce que dans le mortier, monsieur, la norme était en masse. On peut le remplacer par masse. Non, pas. Non. Mais par contre, pour le béton, nous, on a fait la pâte, on a une pâte. Non, la norme n'est pas en masse. La norme parle d'un mortier normalisé. Donc on sait à peu près les masses, c'est le mortier. Les masses volumiques, c'est un mortier normalisé. C'est pour ça que je dis que le sable normalisé, il est bien spécifique. Non, on a changé juste la masse de ciment. Oui. Est-ce que la masse volumique du ciment, elle est égale à la masse volumique de votre lion qui constitue 50% de métakaolin, 50% de granulé? Est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même. Est-ce que je vais trouver la même masse? Non, c'est pas la même. Mais pour le mortier, on peut faire le remplacement parce que déjà la norme était en masse. Oui. Par contre, pour le béton, on doit changer une pâte par une pâte. Donc on travaille sur le volume. C'est pour ça qu'on a besoin de faire remplacement volumique. C'est ça l'idée qu'on a travaillé. Donc je continue sur mes remarques là. Ouais. Maintenant, sur le choix, tu as les essais de durabilité. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir tel essai de durabilité et pas d'autres? Est-ce que vous avez une orientation bien particulière pour les géopolymères, pour faire par exemple l'attaque par l'acide sulfurique, ou bien juste comme ça, c'est un choix? C'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres indicateurs de durabilité? Je ne sais pas moi. On a choisi l'acide sulfurique parce que c'est selon la disponibilité. C'est pour ça qu'on a vu sur la partie sur la bibliographie que déjà il y a des gens qui ont travaillé sur la durabilité à l'acide sulfurique. Nous, on a fait un comparaison. Est-ce que c'est vrai, on a trouvé la même chose ou non? C'est pour ça qu'on a choisi l'acide sulfurique. Est-ce que c'était... Tout à l'heure, la question du professeur Youssef, l'utilisation de votre géopolymère, c'est dans quel but? Maintenant, si vous choisissez de faire, par exemple, des immeubles, est-ce que, l'attaque avec l'acide sulfurique, c'était l'indicateur de durabilité principal? Peut-être pour des essais, pour des ouvrages un peu spécifiques où il y a ce risque-là, oui. Mais pour la généralité des constructions, je pense que l'attaque avec l'acide sulfurique, pour des ouvrages un peu spécifiques peut-être, mais pour le courant des constructions, que ce soit d'habitation, bien de bureau, l'attaque avec l'acide sulfurique, je ne pense pas que c'est un indicateur de durabilité principal. C'est pas grave, donc c'est un choix. Maintenant, toujours cet aspect-là, est-ce que la durée de 28 jours est suffisante? Non, ce n'était pas suffisant de 28 jours, mais on peut aller jusqu'à 56 jours, mais nous on a choisi 28 jours parce que à cause du temps, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'on a allé voir, si 20 jours elle donne, on va avoir des bons résultats ou non. C'est pour ça qu'on a juste arrêté à 20 jours. Sinon on peut aller jusqu'à 56 jours, mais juste nous on a arrêté à 28 jours. Donc, si j'ai bien compris, donc vous avez fait la résistance. Oui, des compositions de mortier différentes, et après vous avez tiré la composition en quelque sorte optimale sur le terme de résistance, sur le terme de durabilité, sur le terme à peu près qui... Parce qu'au début on a fait la résistance à 28 jours pour titre comparatif après l'exposition d'acide, c'est pour ça qu'on a choisi 28 jours, on peut aller un peu... Le séquenciste, on n'a pas de résultats pour titre comparatif, c'est pour ça qu'on a choisi 28 jours. Et donc vous avez fait pas mal d'essais.
Et donc, et parmi ces essais-là, c'est par exemple, vous avez utilisé l'ultrason pour déterminer le module d'élasticité. Puis la page 80, et vous trouverez que le module d'élasticité était plus faible que celui des bétons ordinaires. C'est les bétons géopolymères. La page 80. Donc, le résultat, on donnait que des... Oui, c'est ça. Et en contrepartie, vous avez des résistances qui sont plus importantes. Et d'habitude, nous, pour le béton ordinaire, je ne parle pas, peut-être que vous avez fait pas mal d'essais, donc vous êtes mieux connaissante des bétons géopolymères. D'habitude, l'augmentation de la résistance, elle est corollaire de l'augmentation du modèle d'élasticité. Et là, pour le géopolymère, non. Vous trouvez que le modèle d'élasticité du béton géopolymère est inférieur à celui du béton ordinaire, alors que sa résistance est importante. Ma question, est-ce que la relation qui lie ou bien qui gère le modèle d'élasticité avec la résistance, qui est des relations qui existent dans la littérature et avec lesquelles on a, en quelque sorte, on a grandi le cycle d'ingénieur génie civil, lorsque la résistance augmente, le modèle d'élasticité augmente. Et là, pour les géopolymères, ça peut poser des questions. Oui, c'est pour ça qu'on a fait les modules d'élasticité, parce que pour les géopolymères, on peut trouver de bonnes résistances, mais avec les modules d'élasticité inférieurs, sinon c'est possible d'entrer un matériau fragile. C'est pour ça qu'on a choisi de voir ce comportement. Donc là, pourquoi le problème là? Moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai des doutes. C'est que même les résultats concernant sur le béton, hein, je ne parle pas du mortier. Sur les bétons, on n'a pas d'indicateur de répétitivité dans les essais. Mais on a juste une moyenne comme ça. Ou l'indicatif, ou bien la variance. On ne sait pas, est-ce que c'est vrai le résultat ou bien c'est dû à une dispersion. Parce que les mortiers, oui, on a toujours la barre avec la variation qu'il y a, mais les essais qui ont été faits en France, je pense, vous avez fait combien d'essais pour chaque... Trois éprouvettes pour chaque essai? On a fait 3 éprouvettes, après on a divisé, on a fait partie ici, on a Constantin en qualité. Moi, je parle pas de résultats. Les résultats, c'est la moyenne, tu as 3 éprouvettes. Tu as déjà 3 éprouvettes. Bien non? Non. Une seule éprouvette? Oui, une seule éprouvette, parce qu'on n'a pas les moyens pour prendre 3 je sais. éprouvettes en France. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être un peu prudent quant à l'exploitation des résultats. Je sais, mais ça... Tu connais le problème. On ne peut pas prendre 3 éprouvettes pour chaque formulation. Des tirants 7, 7, 28 sont difficiles. Oui, parce que même à l'aéroport et tout, c'est pas facile. Donc il faut faire attention, parce que si on fait un seul essai, on ne peut pas faire des conclusions générales sur un seul résultat. Parce que le problème il se répète. C'est la page 86, lorsque vous avez fait la dégradation par l'acide sulfurique, vous avez trouvé que les dégradations, ou bien les pertes de masse, le béton géopolymère, sont supérieures à celles du béton ordinaire. Et en même temps, vous avez des résistances qui sont supérieures. Parce qu'au début, la résistance était supérieure. Donc la diminution, je n'ai plus. Parce qu'au début, déjà, quand la résistance est bien. La résistance est supérieure. Oui, c'est pour ça qu'elle est supérieure. Même, il y a une dégradation, mais la résistance est supérieure. Autre chose, vous avez... À 0%, c'est-à-dire non exposé à l'acide, on a 37%. Quand on a exposé à l'acide, on a allé à 22%. C'est pour ça qu'elle reste supérieure. Par contre, pour le mortier ordinaire, on a 28%. C'est pour ça que tu vois le décalage. Déjà, au début, il y a un décalage de presque de 10 mégapascales. Autre chose, vous avez trouvé une grande perte d'alcalinité, appelée l'immersion de l'acide. À votre avis, les implications de cette perte-là, ou bien, qu'est-ce que vous proposez pour minimiser ces grandes pertes? Je dirais, J'ai pas
pas une solution, mais j'ai des explications pour prendre une grande perte pour le mortier géopolymère et par contre le mortier ordinaire. J'ai une explication, mais pas une solution. Il fallait mettre les solutions dans une perspective. J'ai juste une explication. Parce que tout simplement, le ciment portland a fait une couche protecteur à cause de calcium, ce qui remonte un peu la perte d'alcalinité. En plus, le mortier géopolymère, il est déjà d'alcalin. On a déjà un pourcentage de 25% de solution alcalin. C'est pour ça qu'on a un peu de perte. Tout à l'heure, il y avait des questions ou bien des remarques sur le problème de fissuration, le problème de contrainte. Moi, je veux comprendre comment il est fait l'essai, comment vous avez déterminé les contraintes au niveau de l'acier et au niveau du béton. Parce que là, ou bien au niveau du manuscrit ou bien au niveau de l'exposé, on n'a aucune image ou photo qui montre l'essai du terrain, comment il est fait, quelles sont les jauges, ils sont posés où. Agrandir, il faut agrandir, surtout les photos du milieu, là, oui. D'accord. Est-ce que vous tirez sur la barre? Est-ce que c'est le béton il est fixe? Est-ce que... Zoom. On a fait des épreuves normales, 7728, avec des barres centrées. Après, on a fait des mouchetés. Il y a la photo à droite, sur la surface des chanteurs de crevettes. On a mettre la barre d'acier dans les bornes de l'appareil. On a créé une déformation. Imposé, on a fait sinon qu'on a choisi la déformation. Justement là, parce qu'il n'est pas indiqué de vitesse de déformation. La vitesse de déformation. C'est pas noté sur le documentaire. 1 millimètre. Ouais. Après, on a tiré le béton. On a fait l'essai de traction normale. Avec des caméras, bien sûr. Haute résolution. Et les jauges, ils sont placés où? On n'a pas de jauge. Je t'explique, on a fait des mouches. La photo d'abord. On a fait une corrélation d'image numérique. D'accord. Pour le béton que pour l'acier? Pour les crevettes. Et la contrainte de l'acier, comment? En fonction de la déformation? La charge est divisée à la section de l'acier. La contrainte de l'acier. On indique la charge. Ouais. Après, on a divisé à la section de l'acier. C'est ça la contrainte de l'acier qu'on a travaillé. C'est une simplification. Après, on a prendre des vidéos, des images. Pour les calculs de les ouvertures, on a un logiciel matché. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que cette photo-là n'existe pas dans le documentaire, c'est le manuscrit. La photo avec la presse et le mécanisme. Donc ça revient à la question, même tout à l'heure le professeur Souf l'a posé, pourquoi ce choix d'essai? Si on veut utiliser une structure, pourquoi par exemple pas un essai classique d'une flexion armée avec, je sais pas, 2 barres en bas, 3 barres ou 2 barres en haut, en compression, avec... Pourquoi ce choix exactement? On a fait ce choix tout simplement pour m'intéresser de l'ouverture de fissure. Je peux avoir une ouverture de fissure aussi pour la flexion. L'ouverture, on ne peut pas calculer exactement, c'est pour ça qu'on a allé vers l'image de corrélation numérique. C'est pourquoi on a choisi ça, c'est un peu exact par rapport les essais traditionnels avec des jauges. Non, le choix il est judicieux, à mon avis. Hein. Donc, mais l'explication, le problème qu'il faut se poser, c'est le problème d'adhérence entre ce béton, soit disons nouveau, et la barre d'acier. Est-ce qu'on va avoir la même adhérence entre les deux pour la transmission des efforts? C'est ça que ça revient donc à ma dernière question, bien remarque, quand vous parlez d'augmentation de 36% de la surface d'armature. Je pense qu'il serait plus juste
de parler d'augmentation de la surface de contact entre l'acier et le béton. Parce que la surface de contact n'est pas 36%. Je l'ai calculé, elle est que de 17%. 36%, c'est l'augmentation de la section totale TEC. Entre les phi 14 et les HA14 et les HA12. Et la surface de contact, c'est celle qui fait le contact entre le béton et l'acier. Donc, on a dit 36%, on a fait l'augmentation de la section. Le pourcentage de la section. Pas de la surface de contact. Donc, alors le problème d'adhérence, il faut se poser ma question. Est-ce que si j'ai utilisé, par exemple, une section équivalente à celle du HA14 avec des HA8, est-ce que j'ai la même section? Je vais calculer la même section qui va me donner, par exemple, la section HA14 avec des barres qui sont plus petites. Est-ce que je vais avoir la même fissuration? En termes de fissuration, possible. Donc il serait plus judicieux de parler de surface de contact que de parler de section d'armature. Oui, mais ça change. Je ne vais pas avoir une augmentation de 16%. Parce que là, il y a le D carré en haut, la section, c'est PD carré sur 4, là, c'est PD. Donc je vais avoir une augmentation de surface que de 17%, mais c'est 36%. Ensemble, la conclusion, c'est que le comportement tel le béton de Gavanilla, donc il est plus proche que les résultats en termes de il est plus proche pour le diamètre 14 pour le diamètre. C'est-à-dire si j'utilise un diamètre 14, je me rappelle c'est un béton classique, ordinaire. Alors que si j'utilise des armatures plus petites. Mais avec des espacements un peu petits. Tu vois qu'on n'a pas trouvé le même espacement. Ouais. Si on augmente la longueur de l'épreuvette, on a trouvé des multifissurations. Bon, je pense que je suis arrivé à la fin de mes remarques. Je remercie encore Mme Soumache. Donc, il y a pas mal de résultats. Donc, il faut essayer de les exploiter mieux, je pense. Ouais. Et essayer d'apporter des questions, ou des réponses plutôt aux questions qui sont restées posées, au moins dans votre futur travail. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, M. le Président. Merci, professeur Benouis, pour votre intervention et vos questions très pertinentes. En tant que président, mais aussi examinateur, j'aurais aimé poser encore quelques questions, mais juste de compréhension, parce que mais peut-être je vais laisser d'abord la parole aux deux encadreurs. Donc à ma droite, professeur Boutelja et professeur Sofiane Amzian. Donc on va donner la parole à Sofiane. On va commencer par l'invité. Ok, on commence par Sofiane. Si vous voulez intervenir dans ce débat. Sofiane, je ne sais pas si... Si, tu vas m'entendre. C'est bon. Je vais enlever le micro. C'est bon. Bien, merci Monsieur le Président, merci Messieurs les rapporteurs pour vos remarques, votre travail. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Également, on m'entend bien. Merci Youssef. Donc, je vous remercie vraiment. Vos remarques sont tout à fait pertinentes et je les partage. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Fatah Boutelja, mon collègue de Galma, dans l'encadrement d'une thèse qui a demandé beaucoup de courage de la part de la candidate Souhaïla Semache. Vous connaissez très très bien le contexte du déroulement de sa thèse. Il a été, on va dire, par épisode. Il y a, oui, voilà, donc par épisode, et donc il a nécessité. Je pense qu'il faut couper le micro de la discussion sur WhatsApp.
là ça marche bien. Donc effectivement, un contexte de déroulement de thèse un petit peu par épisode qui n'était pas continu, avec quelques séjours en France qui ont fait beaucoup de bien à Madame Semache. Elle a dû faire 2 ou 3 séjours pendant lesquels effectivement elle a fait quelques expérimentations, notamment sur les tirants en béton géopolymère fabriqués en Algérie. Donc effectivement, tous les échantillons ont été fabriqués en géopolymère en Algérie, à Guelma, et puis les mortiers ont été formulés, fabriqués et testés entièrement à Guelma. Voilà, donc c'est la partie mécanique du béton géopolymère qui a été fait en France. C'est un sujet important, c'est un sujet intéressant. Pour répondre vraiment très rapidement, peut-être que la candidate n'avait pas tous les éléments économiques et les éléments. Il faut savoir que Al-Hajjar produit à peu près 1 million de tonnes d'acier par an. La nouvelle mine de Rajbilek, ça va être 4 millions de tonnes par an, donc c'est beaucoup plus grand. Donc ça va être 4 fois la production de Al-Hajjar, mais Al-Hajjar déjà c'est 1 million de tonnes. Et sur ce million de tonnes, vous avez à peu près 100 000 tonnes de laitier de haut fourneau. Donc 1 million de tonnes, il faut diviser par 10 pour savoir combien il y a de laitier de haut fourneau. Et donc le potentiel véritablement de production de liants géopolymères en Algérie, aujourd'hui, il est à peu près de 200 000 tonnes. À comparer aux 40 millions de tonnes de ciment. C'est-à-dire, inutile de vous dire, c'est un tout petit peu de géopolymère à côté des 40 millions de tonnes de ciment qui sortent actuellement d'Algérie. Donc la quantité est très faible. Deuxièmement, pour répondre au côté environnemental, le ciment, le béton armé, on va dire le béton, c'est à peu près 300 kg de CO2. Le ciment, c'est 800 kg de CO2 par tonne de ciment. Mais le béton, parce qu'il y a le sable, le gravier, etc., il n'y a pas de CO2, c'est à peu près 300 kg de CO2 par tonne de béton. Pas par mètre cube, par tonne de béton. Le géopolymère, le béton géopolymère, c'est à peu près 150 kg de CO2. Parce que il ne faut pas croire que c'est zéro carbone. Parce que le laitier de haut fourneau, il faut le chauffer aussi. Il y a de l'énergie. Le bêta-kaolin, il faut le chauffer à 670 degrés, comme l'a dit la candidate Sohaïla. Voilà. Donc, tout ça pour démystifier, il ne faut pas croire que le géopolymère, c'est zéro carbone. C'est 150 kg par tonne. 150 kg de CO2 par tonne de géopolymère. C'est plus intéressant que le béton portland. Et effectivement, il fait moins de retrait, moins de fluage. Donc, quand on part sur les programmes, la durabilité, d'ailleurs, le professeur l'a dit, pourquoi vous l'attaque sulfatique ou l'attaque à l'acide sulfurique, bon, ça fait partie, mais c'est vrai que ce n'est pas le numéro 1 en termes de durabilité. Mais normalement, le géopolymère, c'est moins de fluage, moins de retrait. Et puis, il résiste mieux au sel de déverglaçage, aux ions chlorure. Donc, pour les travaux de bord de mer, ça peut présenter un vrai intérêt. Il est moins perméable, il y a moins de carbonatation. Et s'il y a moins de carbonatation, le pH, il descend moins vite. Parce que dans le béton armé, le problème, c'est que la carbonatation, comment dirais-je, ça enlève le pH au béton d'enrobage, et ensuite, il y a la corrosion des aciers. C'est un des problèmes du béton normal, c'est à cause de la carbonatation de la chaux qui est dans le béton. Bref, voilà. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas croire que demain, même si on a Rajbilek avec beaucoup de laitier au fourneau, allez, peut-être qu'on va arriver à 1 million de tonnes de liants géopolymères dans le pays. À côté du ciment, le ciment, on ne va pas le remplacer comme ça avec un coup de béton magique, de baguette magique. Actuellement en France, c'est à la mode, on a une entreprise qui s'appelle Ecocène, qui prend le laitier de haut fourneau de l'acier Guérurgie du nord de la France, justement pour faire un petit peu du géopolymère. On a un cimentier qui est en Vendée, qui commence à produire et à
et à vendre des liants géopolymères, ça coûte beaucoup plus cher, c'est pas le prix du ciment. Le ciment, c'est 200 € la tonne, en Algérie, c'est 100 € parce que l'énergie est moins chère, mais le liant géopolymère, tout de suite, c'est 300-400 € la tonne. Mais il est décarboné. Bon, donc tout de suite, économiquement, en Algérie, ça ne va pas marcher. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Mais d'un point de vue recherche, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir des applications, des ions chlorure, des ciments bas carbone, où ça peut être intéressant. Voilà. Moi, je rejoins complètement les deux rapporteurs sur les questions qui sont posées. Cette histoire de multifissuration, on a trouvé que c'est vrai que la matrice géopolymère, comme elle est un peu plus résistante, elle a un comportement qui est un peu différent que le béton ordinaire, ça peut faire de la multifissuration et c'est ce qu'on a trouvé. Alors après la question, est-ce que la multifissuration elle est plus intéressante que la fissuration unique? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une grande fissure ou plusieurs petites fissures? Moi, de mon point de vue, il vaut mieux avoir plusieurs petites fissures qu'une seule grande fissure. Parce qu'une seule grande fissure, il y a tout qui va rentrer au travers de cette grande fissure. Et je dirais que ça, comment dirais-je, ça amplifie les contraintes à l'endroit où il y a la grosse fissure. Alors quand il y a la distribution des fissures, eh ben, ça redistribue les contraintes de manière un peu plus importante. Voilà. Donc, mais à matrice, donc la matrice géopolymère, je pense qu'elle est un peu plus intéressante de ce point de vue. Après, effectivement, Youssef, vous avez raison. Eh ben, on augmente on fait de la multifissuration en augmentant le diamètre des armatures de barre. Mais ici, ce qu'elle a montré, c'est que avec la matrice géopolymère, on a plus de fissures qu'avec une matrice béton. Donc il y a moins de localisation et il y a plus de distribution. Bon, voilà, c'est ce qu'on a observé. Il aurait fallu aller un peu plus loin dans la façon d'expliquer le pourquoi, plus l'observation. Voilà. Moi, je considère que la candidate, elle a été courageuse, elle a essayé comment dirais-je, de nous produire aujourd'hui un ensemble, on va dire, à peu près cohérent, en partant de, comment dirais-je, de la formulation d'un mortier à arriver à un béton et avoir une première application, puisque finalement la flexion, c'est un tirant en partie inférieure et puis une zone comprimée. Bon, donc on aurait pu faire aussi des essais de flexion, mais le tirant, il permettait de se focaliser vraiment sur le problème de la fissuration. Et pour répondre au professeur, pardon, j'ai oublié le nom, j'ai pas envie d'écorcher votre nom, on tire en fait sur la barre d'acier pour observer, et c'est la corrélation d'image qui nous permet d'éviter l'utilisation de plein de jauges de déformation et d'avoir une observation sur l'ensemble de la surface du béton. Et donc effectivement, on tire sur la barre d'acier, il y a les efforts qui sont transmis à la matrice géopolymère et on observe la multifissuration. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mon collègue Fatih Boutenjara, avec Souhaïla Simash, qui a été courageuse. À plusieurs reprises, je me suis dit, mais on ne va jamais arriver au bout de cette soutenance. Et puis finalement, elle s'est bien accrochée, je la remercie pour ça. La présentation orale était, on va dire, correcte, cohérente, avec des mots qui ont été, bien entendu, pointés par nos deux rapporteurs, que je remercie. Et puis, merci Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Je n'ai pas de questions à poser à Souhaïla, on a beaucoup discuté ensemble, donc c'est peut-être pas très utile aujourd'hui de chercher à la mettre en difficulté. Merci beaucoup, professeur Hamzian. Vous avez le temps ? Non. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, professeur Hamzian. Vous m'entendez? C'est avec un grand plaisir qu'on a écouté votre intervention. Et la parole est donnée à
votre collègue, disons, encadreur, professeur Boutelja. Alors, on est pressé. Tu peux remettre la discussion WhatsApp, comme ça on va bien entendre. D'accord. C'était une très bonne idée, la discussion WhatsApp. Comme ça permettait de vraiment d'entendre. Ouais. C'est bon? Vous m'entendez? D'accord. Yes. C'est bon. Alors, je remercie d'abord mes collègues qui ont examiné ce travail. Donc, professeur Belouis et professeur Nafa, ainsi que notre examinateur externe, c'est Youssef. Et donc c'est la première fois, j'espère que ce sera pas la dernière fois. Voilà. Donc je remercie par la suite Sofiane. Sofiane, donc le travail qu'on a fait ensemble, qui était très fructueux, donc de travailler sur les matériaux. Et là, on a travaillé sur les géopolymères. C'était pas facile au départ, hein, parce que c'est des matériaux un peu complexes. Surtout avec l'expérimental, donc c'est pas facile. Donc on a trouvé une candidate qui est courageuse, comme il a dit Sofiane, qui a pu donc travailler sur ce sujet qui est très très compliqué à faire, surtout sur le côté expérimental. Et aussi je salue l'équipe de Sofiane, hein, donc à l'occasion Evelyne qui a aussi donné qui a donné bien sûr un coup pour ce travail, donc surtout la partie cellulaire, voilà. Et aussi je remercie monsieur professeur Mouloud Blachia qui est invité avec nous, aussi qui est pour son aide, pour la thèse, qui a donné un coup aussi pour cette bêche dans plusieurs occasions. Voilà. Et donc pour les remarques qui ont fait les examinateurs, donc c'était très, on va dire très pertinente sur tout ce qui concerne tout ce qui est partie, on va dire, application des géopolymères. Parce que les applications des géopolymères, on sait qu'on peut faire pour le renforcement des structures. Donc le renforcement des structures, c'est parce qu'on aura des résistances très élevées, donc on pourra faire des renforcements des anciennes structures ou des renforcements de structures. Aussi, on peut faire pour la restauration des bâtiments historiques, et ça marche très bien parce qu'ils ont une grande durabilité, et aussi sur l'aspect, on va dire, esthétique, qui passe très bien avec les bâtiments historiques, en termes de couleurs, etc. Donc le géopolymère, il a une couleur un peu marron, et donc on pourra avoir des trucs très intéressants. Et aussi pour tout ce qui est durabilité, hein, tout ce qui est acide sulfurique, on peut parler un petit peu de matériaux qu'on peut utiliser pour les aires de stockage. Par exemple des déchets, tout ce qui est déchets radioactifs, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de ce côté-là. Pour la diffusivité aussi, on sait que les géopolymères, ils ont une diffusivité de la chaleur à l'intérieur de la matrice, on va dire, géopolymère, qui est intéressante. Et ça peut être utilisé par exemple, pour construire des pieux pour récupérer, par exemple, la chaleur au niveau du sol. C'est l'application, c'est ce qu'on appelle la géothermie, qui peut être aussi intéressante dans le sens absorber ou stocker, on va dire, l'énergie ou la chaleur, simplement. Voilà. Pour les difficultés pour construire avec les géopolymères, on a une grosse difficulté, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre est très difficile. Ça, c'est un point faible, c'est le point faible, on va dire, des géopolymères. Et avec les avancées là actuellement, et surtout en Inde, parce qu'ils utilisent beaucoup en fait les géopolymères pour les routes, etc. Hein. Actuellement, ils utilisent même pour les routes, qui arrivent à développer des méthodes de mise en œuvre adaptées justement aux géopolymères. Voilà. Et pour nos résultats, par exemple, là, on ne peut pas sortir des conclusions, on a des conclusions plutôt globales.
Et là, ça reste insuffisant, donc il faut travailler un peu plus, surtout sur la partie tirant, qui nécessite un petit peu d'approfondir les essais ou les études pour comprendre un peu mieux leur comportement. Voilà. Donc là, c'est globalement ce que je voulais dire à propos des géopolymères. Voilà, je vous remercie tous et j'espère vous retrouver une deuxième fois, d'autres fois dans votre soutenance, Inch'Allah. Voilà. Merci, monsieur. Merci, professeur Bouteflika. Donc, je passe la parole à notre invité, professeur Belachi, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci, monsieur le président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bien sûr, je suis content d'être parmi vous dans cette séance. Peut-être mon invitation, peut-être un petit historique, c'est que ça remonte à 5 ou 6 ans donc, au début de ce travail. Au départ, le travail était normalement devait se faire entre le trio, donc Boutelja, Sinziane et moi-même, sauf que apparemment les textes réglementaires ne permettent pas donc d'avoir deux co-encadreurs. Et à ce moment-là, donc j'ai préféré donc en quelque sorte donc se mettre à l'écart. Néanmoins, j'ai laissé toutes mes dispositions à la candidate donc pour l'aider dans ces démarches, que ce soit administratives ou parfois scientifiques, à travers donc nos contacts permanents, que ce soit par téléphone ou bien en présentiel. Donc je remercie donc le jury donc, de cette thèse. Donc je souhaite donc bonne continuation à la candidate et merci de votre invitation. Bon, sur ce, on va se retirer pour délibérer. Donc, on va continuer sur WhatsApp, mais dans l'arrière-boutique. Voilà. Donc, je vais couper ici et on va se retirer. Merci. Merci.